J'espère que vous nous entendez bien. Je vais demander à Adeline de me faire une petite confirmation. Oui, très bien, super. Merci à tous pour vos réponses rapides. Donc, déjà, premièrement, toutes nos excuses pour ce petit retard. Voilà, mais je pense que techniquement, là, on est paré, donc on devrait pouvoir démarrer. Adeline, tu veux te présenter? Oui, alors on va commencer par se présenter. Donc Guillaume, moi je travaille chez Qubix depuis 2 ans et demi maintenant et je m'occupe de toute la formation à nos outils. Donc on aura l'occasion de vous les présenter rapidement quand on présentera Qubix. Donc moi je suis France, je travaille chez Qubix depuis 6 ans et je gère un portefeuille de clients grands comptes qui sont à la fois utilisateurs de nos solutions de présélection et de sélection, de nos solutions d'outils psychométriques comme on dit, et puis qui sont aussi utilisateurs de plus de nos missions de conseil et d'accompagnement en matière d'évaluation et développement des compétences. Et juste un premier point, je vois une question. Est-ce que le support sera fourni? Alors, on va voir défiler les slides. Si vous le souhaitez, si vous nous donnez si on arrive à avoir votre adresse mail, on pourra vous envoyer effectivement le support à la suite de la présentation. Mais vous ne l'aurez pas pendant la présentation, donc effectivement, vous pouvez prendre des notes. Voilà. Et je vois qu'Adeline l'a envoyé directement, donc voilà, c'est parfait. C'est parfait, merci. Alors peut-être un mot d'abord sur Qubix pour présenter un petit peu nos champs d'intervention. Donc on intervient on a l'habitude de dire sur tout le cycle de vie du salarié, donc dès l'étape de présélection, donc c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, mais aussi sur la sélection, donc c'est-à-dire dès qu'on va rencontrer les candidats, comment est-ce qu'on va les évaluer, sur l'identification de talents, comment est-ce qu'on va identifier le potentiel, quel collaborateur est-ce qu'on va pouvoir promouvoir en interne, et ensuite sur le développement, comment est-ce que je vais chercher à développer les compétences de mes collaborateurs. Donc on intervient principalement sur l'évaluation et le développement de compétences, et on va avoir un focus particulier aujourd'hui sur la présélection. Peut-être quelques mots, encore une fois, si vous nous connaissez peu, sur ce qui caractérise Qubix. Donc comme je le disais, on intervient vraiment aussi sur un ensemble de domaines qui sont l'édition de tests, donc où on fournit à nos clients des outils, et puis plus sur des missions de conseil. Donc on peut vous accompagner à chaque étape d'un projet RH qui concerne l'évaluation et le développement des compétences. On a un partenariat durable avec nos clients dans la mesure où voilà, on a 250 clients en France aujourd'hui qui travaillent avec nous pour la plupart depuis plus de 10 ans ou 15 ans. Au-delà de la France, on est une entreprise donc britannique avec surtout une présence européenne, mais aussi des représentations dans différents continents et surtout un réseau de cabinets de conseil certifiés à nos méthodes qui peuvent nous accompagner. Donc, aucun problème pour nous pour vous accompagner localement. Les solutions aujourd'hui se doivent d'être robustes. Donc on a effectivement un service informatique qui est de plus en plus important et une des satisfactions qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est d'avoir une plateforme informatique qui a un taux de disponibilité de 99,9%. Et cette plateforme nous permet aussi de complètement adapter nos outils en fait à vos demandes, que ce soit avec des petites je dirais mise en forme et des brandings, mais aussi vraiment développer des solutions complètement sur mesure. Et pourquoi? Parce que nos outils nous appartiennent à 100%. Donc on est propriétaire en fait des outils psychométriques et des outils qu'on propose sur notre plateforme. Donc on peut aussi également les modifier, mais bien sûr constamment les faire bouger et surtout les faire monter en gamme. Voilà quelques mots pour Qubix. Merci pour votre attention. Donc concrètement, le sommaire, on va passer rapidement sur la présélection, l'histoire de la présélection, quelles sont les attentes des entreprises aujourd'hui, qu'est-ce qui évolue en termes de présélection, et à travers l'exemple d'une solution, on vous donnera justement un petit peu les clés, ce que vous pouvez attendre aujourd'hui d'une solution de présélection qui réponde à ces attentes. Donc en matière de présélection, finalement, de quoi on parle, c'est assez simple. C'est bien sûr, en tant que recruteur, bien sûr l'étape où on va récolter en fait des profils, aller chercher des profils. Il y a 2 façons de le faire, soit de manière passive, on attend de recevoir des CV, soit de manière active, on source des candidats. Une fois qu'on a ces profils, finalement, excusez-moi, le recruteur, voilà, il les analyse, il doit passer un certain nombre de temps à regarder des critères qu'il a prédéfinis.
Éventuellement, s'il a le temps, il décide aussi de faire des entretiens de présélection téléphonique, ce qui lui permet de décider si oui, non, ou effectivement en vivier peut-être, je fais passer le candidat dans la suite du processus. Concrètement, du côté du candidat, c'est quoi? C'est passer du temps à créer son CV, à l'envoyer. Alors, on a mis une boîte postale, mais bien sûr, à l'envoyer par email. Mais c'est pareil, c'est un temps aussi d'envoi et aussi beaucoup de temps d'archivage, de tri, de conservation pour les entreprises. Voilà. Donc, ce qui crée un processus finalement assez chronophage et assez peu efficace, où on a du mal à ce stade même à vraiment cibler un certain nombre de critères. On va être vraiment dans un volume ou dans un détail important de critères objectifs. Aujourd'hui, les choses se sont quand même améliorées. Donc en termes d'actualité de présélection, vous le savez, il y a quand même un certain nombre de choses qui changent, notamment par exemple avec l'arrivée, et ça fait un moment que ça existe quand même, l'arrivée des outils de gestion de candidature, ce qu'on appelle les ATS. On en a mentionné 2 ici, Talentsoft et puis Oracle Taleo, parce que ce sont 2 outils avec lesquels notre plateforme d'évaluation est intégrée, ce qui permet quand même de faire gagner un temps précieux aux recruteurs, parce qu'ils ne sont pas obligés de se loguer à plusieurs plateformes. Ils peuvent, à la fois pour le candidat, mais surtout pour le recruteur, ça permet effectivement une aisance d'utilisation. Donc aujourd'hui, on a quand même ces plateformes-là qui enrichissent le CV d'informations complémentaires sur le profil. Puis on a aussi, bien sûr, depuis des années, l'utilisation de tests comme par exemple des tests de personnalité qui peuvent, même au stade de la présélection, nous renseigner sur le profil. Néanmoins, ce qu'on voulait vous dire par là, c'est que ça reste de l'auto-perception, ça reste la manière dont le candidat se projette et se perçoit. Et ça nécessite un temps d'analyse et un temps de restitution aussi qui peut être important. Aujourd'hui, avec l'arrivée des big data et surtout notre conscience de posséder un nombre de données très important et surtout notre capacité à pouvoir aujourd'hui exploiter ces données, en les croisant au sein de systèmes qui sont un peu plus robustes qu'ils étaient avant. On a tout un champ de possibles qui s'ouvre sur l'évaluation de dimensions qui étaient difficilement exploitables ou évaluables avant, dans la présélection en tout cas. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en termes à la fois de préférence comportementale, à la fois d'aptitude cognitive, comme on dit, de raisonnement, mais aussi d'adéquation culturelle, d'adéquation à des situations types d'un poste. On a la possibilité aujourd'hui, grâce à ces données, grâce à ce big data, ces données plus objectives finalement, d'optimiser encore ce processus de présélection pour finalement arriver à un nombre de critères bien plus ciblés et bien plus qualitatifs qu'avant. Alors, les attentes des entreprises, étant donné qu'on a toutes ces évolutions, les attentes des entreprises aujourd'hui sur le processus de présélection, concrètement, c'est déjà l'efficacité. Pourquoi? Parce que on a aujourd'hui une fonction RH qui cherche globalement à se recentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Il y a toute une partie administrative très chronophage qui fait partie beaucoup encore aujourd'hui du travail des RH de manière générale. Or, on est aujourd'hui dans une fonction qui cherche parfois à se légitimer auprès des fonctions business et donc du coup, on va chercher à se recentrer vers des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc du coup, concrètement, c'est-à-dire avoir des processus de présélection qui sont plus efficaces, qui prennent moins de temps, qui sont moins coûteux aussi. Avec l'automatisation, on va pouvoir chercher à avoir des processus qui sont moins coûteux par candidat et à viser plus de candidats et aussi qui soient plus objectifs. Donc concrètement, comment est-ce qu'on va répondre à ces attentes? Comme le disait France juste avant, ça va être en s'intégrant par exemple à des ATS, à des systèmes de gestion de candidature, en ayant par exemple vos évaluations qui soient directement accessibles depuis votre site carrière ou depuis une offre d'emploi. Vous pouvez laisser un lien et chaque candidat va cliquer pour passer l'ensemble des tests de présélection par eux-mêmes, sans que vous ayez à aller les chercher ou à recenser une candidature auparavant. Et un autre exemple là-dedans, c'est l'entretien vidéo différé, qui permet à un RH de voir plus de candidats en moins de temps. En 1 heure, vous pouvez voir 4-5 vidéos de différents candidats plutôt que de voir un candidat en entretien. Donc, ce qui vous permet encore une fois de toucher plus de personnes en un minimum de temps et donc du coup d'être dans cette recherche d'efficacité. Une deuxième attente particulièrement forte des entreprises, c'est l'image. Alors,
Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que pour les employés de manière générale, peut-être encore plus pour les plus jeunes générations, l'image de l'entreprise est particulièrement importante. On va chercher à rentrer dans des entreprises pour lesquelles on va s'identifier à ses valeurs, à son mode de fonctionnement. L'entreprise doit être de plus en plus transparente sur comment est la vie à l'intérieur de l'entreprise, sur son image, ses valeurs. Et donc ça doit être véhiculé maintenant dès les premières étapes du processus de présélection pour chercher déjà à fidéliser les futurs collaborateurs. Donc concrètement, on va avoir des processus de présélection qui vont refléter une image attractive à travers de l'entreprise, à travers justement, ça peut être typiquement des vidéos, des témoignages, différents éléments qui permettent aux candidats de vraiment percevoir la nature de l'entreprise, les valeurs, comment est-ce que je vais pouvoir évoluer dans cette entreprise. Donc, dès les premiers contacts, c'est important d'avoir un maximum d'informations pour les candidats sur l'entreprise. C'est aussi important de donner un feedback qui soit personnalisé à l'ensemble des candidats. En termes d'image entreprise, d'image employeur, c'est quelque chose qui a un impact assez important. Les candidats, d'après toutes les études sur l'expérience candidat qui sont menées, on s'en rend compte, on a un peu marre de recevoir des mails automatiques qui, sans réponse de leur part pendant 4 semaines, on considère que c'est une réponse négative. Ça, c'est quelque chose dont les candidats veulent se séparer. Ça ne renvoie pas une très bonne image de l'entreprise. Et donc, du coup, le feedback personnalisé est quelque chose qui va être permis aujourd'hui par des processus de présélection automatisés et pour lesquels les candidats, même les candidats qui ne sont pas pris, vont être friands parce que ça permet de se développer et encore une fois, ça renvoie une bonne image de l'entreprise. De la même manière, la capacité à passer toutes ces étapes de présélection sur différents appareils, que ce soit mobile, tablette, PC, ça va être une étape aussi particulièrement critique puisque ça renvoie une image moderne de l'entreprise et que ce soit les jeunes générations peut-être plus particulièrement, mais tout le monde, de manière générale, aspire à faire de plus en plus de choses via son mobile directement, donc y compris postuler, y compris passer les premières étapes de présélection. Et le dernier point qui est mentionné ici, c'est l'aspect de gamification, dont on parle déjà depuis un petit moment, qui rend effectivement le processus de présélection ou de sélection de manière générale plus ludique, plus interactif, plus fun parfois. Et encore une fois, en termes d'image d'entreprise, c'est quelque chose qui va être assez important. Et la dernière attente, c'est évidemment la qualité du processus de présélection. Il ne s'agit pas de renvoyer une image fun et d'aller le plus vite possible pour finalement derrière avoir des erreurs de casting, des erreurs de recrutement. Donc la qualité du processus de présélection va être particulièrement importante. Donc là, concrètement, c'est s'assurer de voir le plus vite possible les meilleurs candidats et s'assurer que les filtres qu'on va mettre en place permettent bien d'identifier les meilleurs candidats et pas des candidats avec un niveau de performance qui sera varié ensuite au poste pour lequel on recrute. Donc ça, comment est-ce qu'on va s'en assurer? C'est déjà en validant la qualité scientifique des outils. On vous a mis ici le logo de l'association des éditeurs de tests qui regroupe par exemple certains éditeurs, Qubits en fait partie, mais évidemment ce n'est pas le seul, qui publient l'ensemble des recherches scientifiques qui sont faites autour de leurs outils pour que les RH, les clients puissent s'assurer finalement qu'on soit bien sur des outils qui soient valides et pas des outils qui laissent la place à de l'aléatoire. On est vraiment sur une construction scientifique psychométrique de ces outils-là. Donc l'association des éditeurs de tests justement atteste de cette qualité-là. Et le deuxième élément, dont on entend évidemment de plus en plus parler également, on y reviendra aussi plus tard, c'est l'aspect Big Data, analyse prédictive. Comme France le disait tout à l'heure, on a aujourd'hui moyen de recenser un maximum de données qui viennent de différents horizons, pouvoir les croiser, les faire travailler ensemble pour pouvoir projeter ou en tout cas s'imaginer la performance du candidat à son poste. Et on verra que les études qui sont menées aujourd'hui, même si c'est assez clivant comme sujet, l'analyse prédictive est quand même de plus en plus importante et on voit que les résultats, il ne s'agit pas de faire travailler uniquement les chiffres, mais peuvent aider en tout cas les RH à prendre de meilleures décisions. Donc ces deux points-là permettent aussi d'assurer la qualité des outils de présélection. Alors je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions pour le moment, mais surtout n'hésitez pas. Là on va assez vite et on aura certainement dans le temps qui était imparti pour le webinaire le temps de revenir à la fin sur vos questions. Pour l'instant j'ai envie de croire que s'il n'y a pas de questions, c'est que tout est clair et que voilà, vous êtes concentrés sur notre présentation.
Alors, un outil qui va venir illustrer ce qu'on disait avant, c'est justement la solution Qubixhire, donc qui est une solution de présélection qui a été lancée par Qubix cette année. Donc, on va vous dire un petit peu en quoi ça consiste et comment est-ce que ça peut répondre, comment est-ce qu'un outil de présélection, on a pris cet exemple-là évidemment ici aujourd'hui, mais comment est-ce qu'un outil de présélection de manière générale peut répondre aux différentes attentes qu'on a exprimées juste avant. Donc, typiquement ici, on est sur un outil qui va embarquer pas mal de choses de la marque employeur. C'est-à-dire que on verra des impressions écran tout à l'heure pour bien se rendre compte concrètement de ce que c'est, mais on est sur des tests qui ne vont pas du tout être brandés Qubix de par l'éditeur de tests, mais si aujourd'hui c'est un des clients avec lesquels on travaille régulièrement, par exemple, qui est Carrefour, si demain Carrefour utilise cette solution, ce sera une solution qui sera brandée à l'image de Carrefour, et pas du tout à l'image de Qubix. Donc, on est vraiment dans une personnification de ces outils-là. On est sur un outil qui va venir mettre en adéquation à la fois les critères de recherche qu'on va identifier en amont, qu'est-ce qui va être important dans le poste pour lequel je recrute, donc à la fois sur du culturel, du comportemental, du cognitif, tous les critères qui peuvent être importants. Et on va chercher ensuite évidemment à mesurer ça et à faire ressortir les candidats qui sont les plus en adéquation avec ce que je recherche. Et dans les différentes évaluations qu'on va embarquer dans l'outil, que ce soit sur du comportemental, du cognitif, du culturel, etc. On est évidemment sur des outils qui sont valides et qui permettent donc d'identifier les meilleurs candidats. Donc concrètement, une fois que les candidats sont passés dans cette moulinette, ça permet de voir lesquels sont les plus performants en poste une fois arrivés dans l'entreprise. On parlait de Big Data tout à l'heure. Vous avez ici une étude qui a été publiée en 2014 qui montre finalement que dans les entreprises qui utilisent des algorithmes dans leur recrutement, sur 3 critères que vous voyez là sur le graphique, les recrutements sont en moyenne meilleurs que ceux qui ont été faits uniquement par le RH sans l'aide d'algorithmes. On voit ici le titre en recrutement, l'algorithme bat l'instinct. Donc c'est plus efficace que les recrutements qui ont été faits à l'instinct. Alors vu comme ça, cette étude elle peut faire peur. Ici il s'agit de démystifier quand même le sujet. Quand on est sur l'utilisation d'algorithmes en ressources humaines, c'est surtout un outil qui est mis à la disposition des RH. On a l'habitude de prendre l'image un peu du GPS. C'est comme un GPS qui va vous aider à aller d'un point A à un point B. Forcément, c'est plus facile avec un GPS qu'avec une boussole. C'est un peu pareil avec les algorithmes. L'algorithme ne va pas tout faire pour vous, mais c'est une aide, c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider à identifier les meilleurs candidats. Et dans tous les cas, l'algorithme sans l'utilisation par le RH ne sert à rien. C'est évidemment vous qui allez paramétrer cet outil-là, qui allez l'utiliser. Et donc, il n'y a rien qui peut être fait sans l'utilisation des RH derrière. Donc, ça nous paraissait intéressant de parler de cette étude-là, que le recrutement avec des données, avec des algorithmes est de manière générale plus efficace, mais il est quand même important de dire qu'il ne s'agit pas de recruter uniquement par des machines, ce qu'on entend souvent. Évidemment, ce n'est pas le sujet ici aujourd'hui. Les RH restent au cœur et resteront au cœur des processus de recrutement. Donc concrètement, l'analyse prédictive, qu'est-ce que ça peut apporter? Vous avez une somme de candidats au début de votre processus, donc juste à l'étape de sourcing des candidats, en tout cas des candidatures que vous recevez directement. Vous avez les candidats qui sont représentés à travers la première colonne. Donc vous avez des bons candidats qui sont les candidats en vert au milieu, les candidats, on va dire, moyens, entre guillemets, qui sont en jaune, et les candidats qui ne correspondent pas aux postes qui sont en rouge. L'analyse prédictive vous permet finalement de garder les candidats qui sont les proches de vos attentes. Les plus proches de vos attentes, qui correspondent aux postes qui seront les plus performants, et d'éliminer dans le processus de présélection les candidats qui finalement ne satisferont pas vos attentes, qui n'auront pas le niveau de performance idéal une fois au poste. Donc l'analyse prédictive vous permet surtout ça d'avoir une approche, si vous voulez, en entonnoir qui permet d'éliminer les meilleurs candidats. Alors que par opposition, aujourd'hui, on a souvent en bout de processus, quand on a passé l'étape de présélection, des candidats qui, évidemment, seront performants au poste, mais aussi des candidats
moyens, des candidats qui ne correspondent pas au poste. On a encore, j'allais dire, des erreurs de recrutement qui sont possibles. L'analyse prédictive vient permettre de limiter ça potentiellement. J'ai bien noté la question. Si vous voulez, on y reviendra à la fin comme je le proposais, parce que je pense qu'on va avoir un petit peu de temps. Ça vous va. Donc voilà à quoi sert l'analyse prédictive dans ce type de solution. On va vous montrer un petit peu concrètement comment se compose la solution ou comment peuvent se composer les différentes solutions de présélection. Alors, classiquement, dans une solution de présélection, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est des choses qui existent déjà dans les outils de gestion de candidature, notamment les ATS ou sur les sites emploi des entreprises. C'est bien sûr des questions éliminatoires, de type critères très objectifs je ne sais pas, possession de permis de conduire, de mobilité, de salaire, etc. Mais aussi des questions de motivation, où là, vraiment sous forme de QCM, avec des questions à choix forcé, des questions à choix multiples, on peut déterminer si, sur des critères très objectifs, les profils et les candidats qui postulent sont en adéquation avec nos attentes. Donc ça, c'est une première phase qui est déjà connue, mais qui existe sur les solutions et qui doit perdurer, parce que des critères très objectifs sont importants à prendre en compte. Ensuite, une dimension intéressante dès la phase de présélection, et ça fait aussi longtemps que les tests d'aptitude sont utilisés en matière de présélection, c'est effectivement l'évaluation du raisonnement, ce qu'on appelle le raisonnement. Donc, c'est vraiment les dimensions cognitives d'un individu, pas ces dimensions de personnalité. Et quelque part, les études démontrent que en fait, les outils, les tests de raisonnement sont les outils aujourd'hui qui restent les plus prédictifs de la performance en poste. Quelque chose qu'on n'a pas dit non plus tout à l'heure, Guillaume avait un certain nombre de points de vigilance à vous communiquer sur l'utilisation de l'analyse prédictive. Une chose aussi sur laquelle on est clair chez Cubic, c'est qu'aucun outil n'est valide et prédictif à 100%. D'accord ? Donc, il y a toujours une marge d'erreur. Néanmoins, sur l'échelle en fait, de gradation, les tests d'aptitude restent les plus prédictifs. Un test d'aptitude, c'est quoi? C'est un test qui mesure le raisonnement d'un individu sur plusieurs dimensions, qui sont le raisonnement, par exemple, verbal. Est-ce que je comprends en fait, rapidement des informations qui sont sous forme de texte? Du raisonnement numérique, est-ce que je comprends rapidement des informations qui sont sous forme de chiffres? Et c'est pas nécessaire, on ne parle pas de calcul mental, on parle bien de comprendre des informations chiffrées. Et puis, est-ce que je comprends des informations qui sont plus présentées sous forme de schéma, qui sont plus présentées sous forme d'éléments abstraits? Est-ce que je donne de la logique à ces éléments-là? Et la combinaison de l'ensemble nous permet d'évaluer ce qu'on appelle l'intelligence générale. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet, comme c'est assez factuel et il y a des bonnes et des mauvaises réponses, ça permet d'identifier quand même rapidement les bons et les moins bons candidats. Ceux qui, dans un temps donné, réussissent à performer le mieux par rapport à ces données de raisonnement. Ce qui est aussi intéressant et important, c'est bien sûr de déterminer en amont le niveau de difficulté des tests. On ne va pas proposer à des gens qui ont un niveau bac ou en dessous du bac, puisqu'on est beaucoup amené aussi à accompagner nos clients sur le recrutement de profils CAP, notamment en alternance par exemple. Donc on ne va pas proposer le même niveau de difficulté de test à des gens qui ont un niveau pré-bac ou bac, à des personnes qui ont un niveau bac plus 5. Okay. Donc ça, c'est tout à fait adaptable et ça existe. Et puis surtout, souvent, ce qui peut être exprimé par nos clients, c'est la crainte de tricherie ou de diffusion des tests. Aujourd'hui, tous ces tests, évidemment, existent en banque d'items, c'est-à-dire en banque de données qui permettent à chaque passation de renouveler en fait, le type de questions. Donc, on a des banques de données de questions de même niveau qui tournent. Et ça permet aussi à un candidat qui postule plusieurs fois de ne pas retomber sur exactement le même test. Donc ça, c'est vraiment une dimension importante de ce qu'on peut utiliser aujourd'hui en termes de présélection. Et ce sont des outils qui sont les standards, mais dont la norme, c'est-à-dire l'échantillon auquel les résultats du candidat vont être comparés, peut être tout à fait faite sur mesure. C'est-à-dire que nous, on propose de manière standard des normes
des échantillons statistiquement qui sont représentatifs d'une population BAC, d'une population CAP, d'une population de commerciaux, pour répondre à votre question. Donc, vous n'êtes pas obligé chez vos clients ou pour vous d'avoir un échantillon à nous proposer, à nous donner pour pouvoir créer cette norme, dont vous proposez les normes standards. Mais si vous faites partie d'une entreprise de plus de 100 salariés, ou en tout cas qui a plus de 100 personnes sur le même profil, on peut créer des échantillons et des normes sur mesure, ce qui vous permettra de déterminer, de comparer les résultats de vos candidats à cette norme et de déterminer à quel seuil, à quel niveau vous souhaitez conserver en fait les candidats dans le process. Ensuite, les tests d'aptitude, ce sont simplement des exemples. On voulait vous montrer à quoi ça peut ressembler. Des exemples de tests de raisonnement verbal, numérique et abstrait. Ensuite, une phase importante, c'est quand même l'adéquation comportementale, culturelle quelque part, et puis l'adéquation comportementale en lien avec les attendus sur un poste. Pendant longtemps, c'est des choses qui n'étaient pas tout à fait possibles parce que les tests de personnalité, notamment, vous le savez, nécessitent d'être restitués. Et l'intérêt d'utiliser une évaluation de la personnalité n'a d'intérêt que dans l'interaction qu'on peut avoir avec un candidat, puisque c'est lui qui illustre, qui analyse et qui vous explique ses réponses. Néanmoins, aujourd'hui, grâce à ce qu'on vous expliquait sur le big data, l'analyse prédictive et notre capacité à faire des études statistiques qui démontrent quels facteurs sont prédictifs de la performance en poste, on peut déterminer un certain nombre de critères comportementaux liés à des postes qui vont être intéressants à évaluer en présélection. Donc dans cette phase, même avant d'avoir rencontré le candidat. QBXHire, c'est une solution qui est construite autour de ce qu'on appelle les Big Five, donc les 5 grandes dimensions de la théorie la plus utilisée aujourd'hui en termes d'évaluation de la personnalité. Et dans notre outil, on a décidé d'étayer ça d'une autre dimension. Donc QBXHire et QBXFactor en particulier, qui est la dimension comportementale de notre outil, a 6 grandes familles comportementales qui sont évaluées. Donc, basé sur la théorie des Big Five, donc encore une fois, basé sur des théories solides. C'est pas simplement QBX qui invente une nouvelle façon d'évaluer le comportement. Valide, pourquoi? Parce que testé sur un échantillon de plus de 12 000 personnes qui constituent notre base de données. Et puis surtout, comme je vous le disais, aujourd'hui, on est en mesure de vous proposer des profils standards par grand métier. Donc on est capable de dire, pour recruter des commerciaux, effectivement, voilà les compétences cibles, voilà les points comportementaux d'intérêt qui vont être importants à regarder dans une phase de présélection. Et puis aujourd'hui, comme on a accès à un certain nombre de données, qu'on a des algorithmes, qu'on a des méthodes efficaces et rapides qui peuvent être mises en œuvre, on peut complètement aussi adapter cette approche et vous accompagner pour déterminer sur vos postes, vos profils, quels sont les critères comportementaux les plus pertinents. Et donc dans cet outil, finalement, on a dans ces 6 dimensions, on a distingué 18 compétences comportementales que vous voyez là. Donc vous avez 3 compétences comportementales à chaque fois par dimension. Alors, sans revenir en détail sur les 18, comment est-ce qu'on a isolé ces 18-là? En fait, tout simplement, on a mené des groupes de travail avec nos clients donc de différents pays, différents secteurs d'activité, de différentes tailles, pour essayer de voir quelles étaient les compétences comportementales les plus critiques aujourd'hui dans le processus de présélection, ce qui nous a mené aujourd'hui à conserver ces 18 compétences-là. Donc concrètement, quand vous faites votre présélection, vous pouvez paramétrer le profil de poste que vous souhaitez en vous basant sur ces 18 compétences-là. Et aujourd'hui, l'idée, vous voyez sur le schéma ici, c'est d'identifier quel est le degré d'acquisition, le degré de maîtrise d'un candidat sur ces dimensions. Et de vraiment pouvoir présélectionner, c'est-à-dire de définir avec vous que sur vos profils, il vous faut un degré de maîtrise à tel niveau sur la dimension comportementale liée à l'énergie, à l'orientation résultat. Et si les candidats n'ont pas ce niveau de maîtrise, vous avez la possibilité aujourd'hui, de manière, je dirais, confiante, de désélectionner, de filtrer ces candidats-là.
encore une fois, toutes ces solutions sont bien sûr paramétrables et dans, je pense, n'importe quel cabinet qui utilise ce type de solution et qui accompagne ses clients ne recommande pas d'avoir une décision arbitraire et puis voilà, de présélectionner de manière tout à fait automatique. On peut décider de le faire si on a prouvé que la solution fonctionnait et que voilà, on l'a expérimenté, mais ce qu'on vous dit là, c'est que ça vous donne une indication du niveau d'adéquation, du niveau de maîtrise d'une compétence, mais on peut bien sûr garder l'étape qui consiste à screener, à analyser, à lire les résultats et voilà, avoir une décision humaine derrière qui dit je prends le risque quand même si je vois que le degré d'adéquation il n'est pas très élevé, mais par ailleurs, les critères objectifs d'expertise, d'expérience, etc. m'intéressent. Hein, mais donc la décision, on ne conseille pas d'avoir encore une fois une façon de faire un processus très automatisé, mais c'est en tout cas faisable avec des degrés de fiabilité qui sont assez élevés. Donc, une dernière partie peut-être rapidement, ça c'est une dernière partie qui peut être faite uniquement sur mesure. Ce sont des choses qui existent aussi depuis longtemps, mais quelque part qui sont très peu utilisées en France, hein, on a remarqué ces dernières années, c'est ce qu'on appelle les questionnaires de jugement situationnel. Donc au-delà du raisonnement, au-delà du comportement, je dirais de l'adéquation comportementale, on a aussi l'adéquation peut-être plus culturelle ou situationnelle, c'est-à-dire est-ce que je me rends bien compte que quand je vais postuler, et là c'est un cas réel chez un de nos clients dans la distribution spécialisée en Angleterre, est-ce que je me rends bien compte qu'en postulant dans cette enseigne, je vais devoir renseigner des clients, peut-être des clients qui cherchent des produits qui sont hors de mon rayon d'attache? Est-ce que je me rends compte qu'il va falloir que je prenne des décisions de manière autonome parce que je n'aurai pas toujours mon manager près de moi? Et voilà, l'idée c'est de plonger en fait un candidat dans des situations type qu'on appelle critiques qu'il rencontrera dans son poste pour à la fois l'aider lui-même à se positionner sur ces situations critiques, mais aussi de vous donner encore une fois une évaluation et un degré d'adéquation avec ces situations type. Comment ça se passe? On définit avec nos clients des scénarios types et puis des options de réponse type. C'est-à-dire que dans ces options de réponse, on ne va pas proposer au candidat des réponses évidentes, évidemment fausses ou évidemment justes, mais plutôt des options de réponse qui seraient tout à fait acceptables du point de vue du candidat, mais qui ont vraiment un degré d'adéquation, un pourcentage d'adéquation plus fort, plus ou moins fort avec ce qui est attendu dans le poste. Et ça, encore une fois, ça donne une indication sur le degré d'adéquation sur le poste à venir et surtout sur la performance. Donc voilà les différents composantes qu'on peut embarquer dans une solution de présélection et que vous retrouvez. Alors, on n'a pas traité l'entretien vidéo différé dont on a parlé tout à l'heure, mais qu'on peut intégrer aussi. C'est ce qui compose ces nouvelles, on va dire, solutions de présélection. Alors, rapidement, puisqu'il nous reste un peu plus de 5 minutes, une des étapes importantes aussi, comme on le disait, c'est une attente en termes d'image, ça va être l'aspect expérience candidat. Un des premiers éléments de l'expérience candidat, ça va être la marque employeur. Comment est-ce que vont être retranscrites les valeurs, l'identité visuelle de l'entreprise pour laquelle je postule. Vous avez un exemple ici de page d'accueil dans laquelle on peut intégrer par exemple, alors évidemment le logo, les couleurs, mais aussi par exemple une vidéo. Ça peut être un témoignage, ça peut être une vidéo institutionnelle de l'entreprise, ça peut être tout ce que vous souhaitez finalement que le candidat voit comme comme première image de l'entreprise. Ensuite, sur les différents tests, vous avez ici le QBIX Factor, donc le test plus de compétences comportementales. On embarque évidemment aussi toutes les couleurs, le logo. On voit également là sur le test de raisonnement, en sachant que tous ces éléments-là sont ce qu'on appelle en responsive design, c'est-à-dire peuvent être passés de mon mobile, de ma tablette, de tous les appareils finalement sur lesquels les candidats seraient susceptibles de le passer. Un autre élément qui est important, ça va être les rapports. Vous avez ici un exemple de rapport qui est généré automatiquement pour le candidat. On le disait, dans l'expérience candidat, le fait d'avoir un feedback, une restitution personnalisée va être particulièrement important. Donc dès que le candidat ici, dans cette solution, a fini de passer l'ensemble des tests, il reçoit automatiquement un rapport qui lui donne finalement ses principales caractéristiques en termes de compétences comportementales. On a également les résultats au test de raisonnement et on voit en bas à droite, dans la dernière partie, les conseils de développement. Donc c'est là où la partie expérience candidat va être particulièrement importante. En plus de lui donner presque ses résultats, entre guillemets, on lui donne aussi le moyen de se développer.
il ne s'agit pas ici de lui donner une réponse oui ou non. Ça, c'est le RH qui le fera dans un second temps. Mais en tout cas, on donne ici des premiers résultats pour que déjà le candidat ait dans ses mains, je dirais, un premier rapport, un premier feedback effectivement personnalisé sur les tests qu'il a pu passer. Et vous avez évidemment pour les RH un rapport qui va être plus détaillé et qui va vous permettre d'aller dans le détail de chacune des dimensions comportementales et qui va vous permettre ensuite de baser l'entretien si nécessaire dans un second temps. Donc peut-être pour répondre à la question de Philippe à ce stade, nul besoin d'avoir un volume un minimum de candidats. Comme je vous l'ai expliqué sur la construction en fait, des seuils, la construction des profils types, là bien sûr on va avoir besoin d'un nombre critique de personnes pour pouvoir faire nos études préalables. En revanche, pour l'utilisation simple, pas besoin d'avoir un volume important de candidatures, puisque vous pouvez traiter ces outils ou ces étapes comme vous traitiez vos étapes avant, c'est-à-dire sans avoir nécessairement une présélection automatique et reprendre le temps de regarder en fait chaque dossier de candidature, mais là qui sera enrichi de bien plus d'éléments que vous l'aviez simplement dans le CV et dans une lettre de motivation, qui aujourd'hui voilà, semble être un support un peu désuet quand on voit à quel point on peut avoir accès en fait, à des informations pertinentes, qualitatives, complémentaires. J'espère avoir répondu à votre question. Voilà sur les rapports qui sont générés suite à la passation de l'outil. Ensuite, en termes de mise en place dans le processus de sélection, on voit ici concrètement un processus de sélection, on va dire classique, de l'analyse de poste jusqu'à l'intégration avec le tri de CV, différents entretiens téléphoniques, RH, manager, etc. Concrètement, où est-ce qu'une solution comme ça de présélection va avoir sa place? On voit ici un autre exemple du coup de processus avec ce type d'outil. Une fois, alors vous n'échappez pas, on va dire, à la diffusion de l'offre, à du sourcing pour avoir quand même un certain nombre de candidats, mais on va le voir juste après. Les questions éliminatoires, le test de raisonnement, le questionnaire comportemental permettent justement d'avoir justement cette logique d'entonnoir, de présélectionner, donc d'éliminer concrètement certains candidats et de garder les plus performants. Et ensuite, d'avoir un entretien structuré sur cette base-là avec seulement les meilleurs candidats. Finalement, ça vous permet d'arriver aux mêmes étapes de proposition d'embauche, évidemment, et d'intégration, mais finalement, en ayant potentiellement qu'un seul entretien, en tout cas, en ayant des étapes qui soient automatisées, qui vous permettent d'avoir cette logique d'entonnoir. Donc là, l'avantage, finalement, c'est en termes de durée, où vous réduisez considérablement le processus de recrutement. On disait réduction du volume de candidats. On vous donne ici une idée et ce qu'on recommanderait, ce qui est acceptable en termes de justement d'élimination de candidats, de réduction du volume de candidats. Déjà sur un volume, admettons, de 1000 candidats, ce qui n'est pas le cas pour tous les postes malheureusement, les questions éliminatoires déjà peuvent permettre, comme on disait tout à l'heure sur le permis de conduire ou sur d'autres éléments qui peuvent être des critères pour le poste, d'éliminer 10% de candidats. Le test de raisonnement permet ensuite potentiellement d'enlever la moitié des candidats, ceux qui auront les moins bien répondu au test de raisonnement. Et ensuite, l'adéquation comportementale peut permettre de réduire encore de moitié le volume de candidats. Donc finalement, juste avec un outil que les candidats peuvent passer en ligne automatiquement, on arrive d'un volume de 1000 à un volume de 225 candidats qui seront là les plus qualifiés, les plus performants pour le poste et donc du coup d'avoir dans ce volume de 225, de pouvoir continuer votre sélection avec des candidats qui seront performants au poste. Donc rapidement, les avantages d'une solution de présélection, ce que vous pouvez attendre d'une solution de présélection, c'est à la fois la rapidité, pour pouvoir vous faire gagner du temps, refléter le branding et l'image employeur, donc là on parle de tout ce qui est expérience candidat, qui se reflète dans la solution, et une certaine objectivité, c'est-à-dire avoir un outil qualitatif, scientifique, qui vous permette non seulement de présélectionner rapidement, mais de garder surtout uniquement les meilleurs. Voilà. Et peut-être pour conclure, donc vraiment c'est notre dernière slide, on vous promet, c'est un ROI qui est assez intéressant, c'est l'entreprise de distribution spécialisée dont je vous parlais précédemment en Angleterre, qui nous a, après plusieurs mois d'utilisation d'outils de présélection, et pour vous donner un ordre d'idée, effectivement, cette enseigne reçoit 1 million de CV par an. Donc c'est sûr que voilà, il y a très peu d'entreprises qui ont ce niveau en fait, de volume de candidature, mais justement,
pour eux, ça se justifiait encore plus de proposer des solutions de présélection en ligne valides. Quelles sont leurs conclusions et quelles sont de manière vraiment sonnante et trébuchante leur ROI? C'est 1 million de livres en fait, d'économies par an sur le coût de leur présélection. C'est une amélioration des ventes, une amélioration aussi, j'ai vu ça récemment, des questionnaires de satisfaction des clients dans les magasins qui ont mis en place la solution, car aussi des magasins franchises qui ne sont pas tous obligés d'utiliser ces solutions. Donc, mais amélioration réelle des ventes et amélioration du niveau de satisfaction des clients en déclaratif à la sortie du magasin. Un niveau de score sur une étude qui s'appelle Great Place to Work, qui, sur un certain nombre de critères de bien-être, de qualité de vie au travail, évalue les entreprises. Donc, une amélioration de cette note-là. Une amélioration significative du turnover dans les magasins, on passe de 20 à 11%. Une amélioration significative du nombre d'arrêts maladie, on passe de 3,5 à 1,4%. Et puis surtout, on disait là à l'instant, des processus plus courts et un taux de transformation, comme on dit, de candidats entre le début de la candidature et la proposition d'embauche qui est bien plus élevé, c'est-à-dire que, en tout cas à la fin des tests et à la proposition d'embauche qui est plus élevée. C'est-à-dire que sur 3 candidats reçus en entretien précédemment, ils n'en recrutaient qu'un et maintenant ils souhaitent en recruter 2 ou ils ont envie, ils ont le potentiel pour en recruter 2. Donc, je pense que c'est assez significatif et peut-être cette phase qui a été un peu délaissée pendant des années mérite vraiment aujourd'hui de s'y attarder. Bien sûr, encore une fois, comme dit Guillaume, l'idée c'est aussi de se professionnaliser en tant que recruteur, de monter en compétence, d'avoir des entretiens plus structurés, de développer aussi sa légitimité auprès de ses clients internes. Mais cette phase de présélection peut énormément vous faciliter la vie et vous faire gagner du temps. Voilà là-dessus. Alors évidemment, à la suite du processus de présélection, vous avez toutes les étapes suivantes qui viennent et qui s'intègrent en fonction de vos processus de recrutement. Mais ça, effectivement, c'est un autre débat qui est celui de la sélection. Il y a une question, mais proposez-vous un forfait à l'annonce? Il s'agit-il d'une solution à utiliser au quotidien? Alors, l'outil, finalement, il est, comme on l'a vu, il est en fonction d'un poste pour lequel vous recrutez. C'est-à-dire qu'il va falloir, en fonction d'un poste, donc d'une annonce, identifier des critères de recherche, de sélection, que ce soit sur du comportemental, sur du cognitif. Donc, finalement, ça, vous allez le paramétrer par poste. Donc, en fonction du nombre de postes que vous allez avoir, la solution sera vous allez pouvoir avoir l'outil pour une annonce ou pour plusieurs si vous souhaitez. Donc, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez, mais finalement, on va le paramétrer par poste, donc par annonce, si vous préférez. Voilà pour nous. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Merci pour votre attention. Oui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore quelques minutes. Voilà, vous avez l'adresse mail standard de Qubix. On est une petite équipe, donc vous réussirez à nous joindre. On vous retrouvera. Le numéro du standard. N'hésitez pas. On espère avoir répondu à vos questions et vous avoir apporté un peu de perspective sur la présélection. Merci infiniment. Merci beaucoup.